Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, le Café des experts économiques est de retour pour ce premier jour de Ftar après la Ride. Aïdkoum Moubarak, Taïdou, Zidou, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. La climatisation a démarré. Slimane Toumani se plaint de la température dans le studio. Nous nous retrouvons à 3 experts. J'allais dire au prix d'un, c'est pas vrai. 3 experts, nous sommes très heureux de vous accueillir, nos experts habituels. Donc, Reda Amrani de retour au studio. Reda Marhababik. Plaisir de te recevoir, Sahaïdek. Ali Harbi, Marhababik, Sahaïdek. Très content de te retrouver dans le studio. Et nous avons aujourd'hui Slimane Toumani de CARE, président de CARE, qui est avec nous pour parler de l'entreprise. Slim, Marhababik, bonjour. Merci de me qualifier d'expert. Je ne suis pas expert, je suis juste président du think tank CARE et chef d'entreprise. Humble chef d'entreprise, je le dis en toute sincérité. Voilà, Alors, évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est un peu le climat qu'on a retrouvé ce matin avec la reprise de l'activité après l'Eid. Le confinement est toujours là. Ramadan est terminé, mais le confinement est toujours là. Mais on a un peu eu le sentiment qu'avec la fin de Ramadan, c'était aussi la fin de peut-être du confinement qui approchait. On est encore légalement confiné jusqu'au 30 juin. Le thème de cette émission, c'est « Nous sommes confinés, que fait-on maintenant ?» Exact. On parle d'économie, évidemment, on est dans une émission économique. Nous sommes confinés, que fait-on maintenant? Reda Amrani. Je pense qu'il faut se remettre au travail, remettre le pays au travail et rien d'autre que ça parce que nous n'avons ni les moyens ni les possibilités de faire autrement. Le confinement a permis, si vous voulez, de réduire au mieux les conséquences du coronavirus en termes de santé, en termes de, pour parler de façon morbide, de décès. Mais il faut aujourd'hui se redresser l'économie, elle est à plat. Nous avons une économie basée beaucoup sur l'informel. Et nous avons aujourd'hui des chantiers qui travaillaient, qui sont à l'arrêt, des usines qui sont à l'arrêt. L'agriculture continue à travailler, mais elle ne va plus avoir de marché. Vous n'avez jamais vu ça. Selon la presse, moi je n'ai pas les chiffres exacts, les prix, je les ai constatés pendant le Ramadan 2020, les prix étaient 20% moins chers que le Ramadan 2019. Cela n'est jamais arrivé, c'est parce que le pays est à l'arrêt, la restauration, les hôtels, les cantines, tout cela. Donc même l'agriculture est en train de perdre son marché. Il faut donc faire très attention, il faut redémarrer l'économie le plus rapidement possible. Et là, nécessité d'un plan de redressement économique. On va y arriver, mais redémarrer le plus tôt possible, ça signifie qu'on a gagné la bataille contre le Covid-19, ce qui n'est pas le cas. On a des chiffres de quasiment 200 nouvelles contaminations par jour. On a un réservoir qui est supérieur à 3000 contaminés actifs. Tous les ratios montrent qu'on ne peut pas en réalité encore déconfiner. Il y a un vrai problème. L'arbitrage entre l'obligation de revenir à l'activité et le souci de santé publique, qui est plus qu'un souci, est toujours là. Oui, aujourd'hui on est face à un tournant. Le tournant est lequel? C'est qu'on a essayé de faire du semi-confinement, parce qu'on n'a jamais été dans une situation de confinement absolu. Complètement. Ça a été du semi-confinement qui est visiblement un échec. Sur la base des chiffres. C'est vrai qu'on a évité que ce soit plus grave, certainement. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais les chiffres ne sont pas encore à la baisse. Donc, de ce point de vue-là, on est en situation... Tu es le premier à parler d'échec, Ali Harbi. Je termine. Moi, j'ai parlé de semi-échec dans Non, moi, je parle de semi-confinement. Mais d'échec du point de vue de la baisse des chiffres. Alors, on est obligé aujourd'hui de regarder les choses autrement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une autre approche vis-à-vis de cette épidémie. Donc, pandémie pour le global, épidémie en Algérie. Une autre approche qui favorise le déconfinement, la reprise de la vie normale, en se concentrant essentiellement sur les mesures de protection individuelle, donc de distanciation physique. Moi, je ne parle pas de distanciation sociale, je parle de distanciation physique, je parle de précaution, le masque, le gel, faire attention, et surtout sensibiliser la population. La sensibilisation est l'élément essentiel aujourd'hui qui doit déterminer les comportements. Comme on s'adresse aux entreprises, ça veut dire qu'au niveau des entreprises aussi, il y a des mesures internes à prendre pour qu'on puisse revenir au travail avec un minimum de confiance et de sécurité.
Mais espérer ou bien penser qu'on peut continuer à confiner les gens, de toute façon, la réaction de la population, elle est spontanée et intuitive. Les gens ne respectent pas, parce que ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on ait une autre approche, et c'est là où je parle de tournant, parce qu'aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas quand, on va avoir, je pense, de nouvelles mesures qui vont permettre de revenir à l'activité en prenant un maximum de dispositions de sécurité. Slimane Toumani, je ne trahis pas un secret en disant que tu n'es pas un fervent défenseur du confinement tout azimut. Donc dire aujourd'hui qu'il faut basculer vers la reprise de l'activité parce que l'économie est à plat, c'est l'arbitrage que tu proposes plutôt que de poursuivre le confinement parce que les chiffres restent mauvais. Ouais. Je rejoins, merci Arsène, je rejoins Ali Harbi dans ce qu'il vient de dire. Moi je suis un anti-confinement, mais un anti-confinement pas juste alors, il faut dogmatique. Il faut pousser le micro vers toi parce qu'avec le masque en plus, on risque de ne pas t'entendre. Je suis un anti-confinement, pas dans le sens dogmatique du terme, c'est-à-dire que je rejoins dans le fait qu'il faut accompagner évidemment la population par une vaste campagne de communication, mais vraiment très 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 soutenue, parce qu'il y a une épidémie. Ok, une épidémie tout court. Alors les gens disent la gravité. Je m'interroge comme beaucoup, et sans être dans la théorie du complot, est-ce qu'on n'est pas dans une spirale médiatique qui est en train de nous emporter complètement et d'emporter notre économie? Aujourd'hui, la machine économique est à l'agonie totale. Donc en fait, pour reprendre ce que tout le monde dit un peu partout, j'invente rien, je ne fais que répéter en essayant d'apporter une touche personnelle, l'offre, donc la machine économique, est en train de mourir. Et la demande n'a plus les moyens, même le peu que produit la machine économique, la demande n'a plus les moyens d'absorber le peu d'offres que nous produisons. Dire qu'on va redémarrer demain sur les chapeaux de roue, c'est le bon sens, c'est ce qui va permettre de sauver une partie de la population, mais on ne sauvera pas tout le monde. C'est ce qui va permettre de sauver une partie du tissu économique, mais on ne sauvera pas tout le monde. La situation est d'une gravité extrême. Je parle pas, je pense que ça concerne absolument tous les pays du monde, mais l'Algérie en particulier, puisque nous on subit de plein fouet une accumulation de 3 crises, parce qu'il faut le rappeler constamment pour que la population prenne la mesure de l'ampleur du désastre qui nous frappe. Crise du pétrole depuis 2014, crise politique en 2019 qui a eu un impact économique clair, donc de 2014 jusqu'à 2019, déclin complètement du pouvoir d'achat, de la situation économique du pays et financière, etc. Arrive 2020, le Covid donne le coup de grâce et on déconfine comme ça, on confine brutalement, on donne un coup d'arrêt à une machine qui était en train déjà de s'arrêter. Donc en fait, on a coupé le carburant à une grosse machine qui était en train déjà de octer, c'est-à-dire vraiment, elle fonctionnait par à coup. Et là, je ne sais pas comment on va démarrer. Et s'engager sur une voie d'austérité à la sortie du Covid, on en parlait avec Reda qui est justement de cet avis. On va parler des réponses. On va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde. Au début de la crise, on a quand même, il faut le reconnaître, profité du fait d'avoir pu observer la crise d'abord chez nos voisins avant qu'elle n'arrive chez nous. Le scénario italien nous a poussé à être extrêmement vigilants et à prendre les mesures de confinement ou de semi-confinement à temps. On peut penser que ça fait partie des raisons qui ont fait que nous n'avons pas eu une courbe à l'espagnole ou à l'italienne. Mais cette asynchronie, parce qu'on n'était pas synchrone, on était en décalé, nous a servi. Aujourd'hui, il y a l'activité qui reprend chez nos voisins. Et elle reprend parce que les chiffres sont en train de baisser et tout le monde considère les Français depuis le 11 mai, les Espagnols ouvrent la frontière au tourisme le 1er juillet, les parcs sont ouverts, les terrasses ont ouvert, etc. Les Italiens... Arsène, tu as dit quelque chose. Non, ils n'ouvrent pas parce que les chiffres ont baissé. Non, pas du tout. Et c'est là qu'il faut corriger. Ils ouvrent parce que la situation économique ne le permet plus, parce que les conséquences physiques et économique, physique, c'est-à-dire qu'il va y avoir même plus de morts par maladie chronique, plus de morts économiques, plus de faillites. Ce Covid-là, le peu de morts, excusez-moi du terme,
hein, et je compatis avec tous les morts. Mais le peu de morts, globalement, à l'échelle de la population mondiale, comparé à d'autres maladies qui sont chroniques, qui sont présentes. L'exemple le plus frappant, c'est la malaria. On pensait que le Covid allait battre le malaria sur le fil à la fin du mois de mai. Le malaria dépasse les 400 000 morts depuis le 1er janvier. Et le Covid, il est encore à traîner aux alentours de 350 000. Donc, on ne souhaite pas qu'il accélère, on ne souhaite pas tous ces morts-là, mais il faut se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas ouvert. C'est maintenant, on peut quand même penser que si les chiffres étaient restés aussi élevés, et qu'il y avait une pression sur les services hospitaliers, sur notamment les services de réanimation, on peut penser qu'il aurait été très difficile de réanimer, de déconfiner, même avec une économie qui est tranquille. On peut le penser parce que tant que ces chiffres étaient élevés, il était hors de question de parler de déconfinement. Donc je continue de dire qu'un des éléments qui a contribué à déconfiner, c'est que les chiffres se sont orientés correctement. En Algérie, on a peur aujourd'hui que les autres reprennent et que nous, on ne reprenne pas. Non, en commençant d'ailleurs par la Tunisie, à côté, qui va déconfiner parce elle va pouvoir ouvrir sa frontière, mais nous pas. On n'a pas les moyens d'attendre que la maladie s'arrête ou recule effectivement. Le ministre dit moins de 50 nouvelles contaminations par jour. Non, ça c'est des chiffres morbides, c'est pas ça qui l'économie. Contamination, pas mort. Non, je sais, contamination pas, mais c'est des chiffres morbides, c'est des chiffres d'experts de la santé. Mais le décideur politique, il a d'autres données, il a d'autres obligations, il a d'autres contraintes, d'autres défis. Et aujourd'hui, les défis, si vous voulez, les causes ou les conséquences du confinement sont au-delà, plus importants, plus graves pour l'économie, pour la survie de la population. Je dis bien la survie de la population, que la protection contre le Covid-12 ou je ne sais quoi. Vous voyez, donc on est obligé de prendre des décisions radicales, de remettre la machine en marche, de remettre le pays au travail. C'est une obligation et on va vivre avec. Il ne faut pas croire que ça va s'arrêter. On va vivre avec. Aujourd'hui, si vous voulez, les accidents de voiture, si on reprend la vie, vont donner plus de morts par jour que le Covid. On est à une dizaine de morts par jour dans le Covid. Donc, avec les autres maladies, comme l'a dit Slim, les autres maladies, les stress, il y a des maladies chroniques et tout le monde va tomber malade, tout le monde avec la Covid, avec la pauvreté et la précarité qui s'installe. Vous croyez que les gens vont affronter la précarité comme ça? Alors, on sent au niveau du gouvernement, c'est assez visible ces derniers jours, une tension entre deux approches, l'approche scientifique du comité de suivi qui est plutôt pour continuer le confinement parce que les chiffres ne sont pas bons, lequel comité scientifique est soutenu par le ministre de la Santé Ben Bouzid, et puis le point de vue du Premier ministre et celui de Abdelmadjid Tebboune, qui serait plutôt pour déconfiner parce qu'il y a la pression de l'économie, de la société et donc une pression politique. Pas uniquement la pression de l'économie. Hassan, si un tant soit peu on réfléchit, mettons-nous à la place de quelqu'un qui a très peu de revenus ou un travailleur journalier qui se voit du jour au lendemain dans l'impossibilité de nourrir sa famille. Mais vous pensez que ça ne va pas générer chez lui déjà un stress, une maladie? Si nous devons additionner les morts qui vont être générées par le confinement, pas par le Covid, par le confinement de l'économie, par le confinement des individus, si nous devons les sommer sur les 10 prochaines années, ça va être 20, 30 fois, 40 fois, 100 fois plus que le Covid. 100 fois plus que le Covid. Ce qu'un politique ne peut pas dire, il ne peut pas dire « j'assume un taux de létalité ou un taux de mortalité », qui sont deux notions complètement différentes. Donc, il faut absolument se dire que le politique ne peut pas dire ça. Mais la société civile, la population, elle, il faut qu'elle prenne conscience du fait qu'elle s'expose. Les défenseurs du confinement, de l'économie et des êtres humains exposent 43 millions d'habitants au désespoir, à la pauvreté, et expose le pays en lui-même. Le pays, il ne va plus avoir les moyens de payer ni sa sécurité, ni sa santé. Alors le pays, est-ce qu'il va avoir les moyens de payer les masques qui deviennent obligatoires à partir d'aujourd'hui? Le masque est obligatoire, mais on n'est pas obligé d'acheter un masque. On a dit la première émission, Hassan, quand on a commencé ici,
Un masque, ça peut se faire d'une manière artisanale, ça peut se faire en tissu. Il faut respecter des normes, mais on peut le faire à la maison. Donc, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il faut qu'on ne se coince pas sur ça. Et on n'est pas dans une attitude de pays riche où on attend les bras croisés que l'État nous donne des masques. Donc, on peut se débrouiller pour les masques. Il faut qu'on se mette tous d'accord qu'on doit porter un masque. Mais le masque, on peut le faire à la maison. Tu as bien vu, on est venu avec des masques en papier ici et tout ça. Donc, c'est pas ça le problème. Moi, je crois que le changement de perception, quand je parle de tournant, c'est que l'action coup de poing du confinement total, acceptable pour une quinzaine de jours, pour un peu bloquer l'expansion de l'épidémie, que les gens ont accepté jusqu'à 1 mois, n'est pas une mesure durable, parce qu'il faut qu'on ait encore une fois la projection globale. La projection globale, c'est quoi? C'est qu'au moment où tu as des pays qui sont en décrue, effectivement, la France, c'est derrière eux. Même les Turcs, c'est derrière eux, on voit les courbes. Mais il y a l'Amérique latine qui arrive. Tu as l'Inde qui explose. Tu as le Bangladesh, tu as le Pakistan, tu as l'Afghanistan hier, où les chiffres, le Chili, ils ont fait 4500 cas hier. Donc, il faut comprendre que ça va encore prendre du temps. Donc, si ça va encore prendre du temps, on ne peut pas rester confiné. Il faut changer de stratégie de réponse. Tout simplement. On ne peut pas fermer un pays 1 an. Enfin, là, on est sur des projections en décembre. On ne peut pas fermer un pays pendant 1 an. Donc, objectivement, c'est pas envisageable du tout. Nous, on a intérêt à se connecter à la conjoncture et au cycle européen, en priorité, mais pas seulement. Alors, si jamais on redémarre dans question transition vers l'économie, est-ce qu'on va avoir des ruptures? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait des grosses pénuries sur certaines lignes de produits parce que les fournisseurs, eux, ont cessé de travailler ou vont cesser de travailler, selon que ce soit plutôt l'Asie ou plutôt l'Amérique latine? Est-ce qu'il y a des risques sur la chaîne d'approvisionnement? Moi, enfin, en tant que chef d'entreprise et ma lecture de ce que je vois autour de... Non, on n'est pas dans une logique de risque de pénurie. On est plutôt dans une logique pour le tissu économique, on est dans une logique d'absence de demande, d'une baisse énorme de la demande. Parce que les citoyens ont été appauvris, ils n'ont plus les moyens de consommer ce que l'on produit, en bien ou en service. La commande publique est complètement à plat. Donc, tous ceux qui vivent de la commande publique, évidemment, il va y avoir des auditeurs, les oligarques, etc. Non, pas les oligarques. Il y a aussi il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des petites PME, PMI qui vivent de la commande publique et c'est pas des gens corrompus, c'est pas des oligarques, etc. Il faut qu'on arrête. Les oligarques sont à l'haraj, non? Non, tous ceux, bon, mais il y a les nouveaux. Chaque génération. On fait une émission sur les nouveaux bientôt. On fait une émission. Je veux des noms là pour les. Donc, la machine. J'ai pas les noms des nouveaux, pas encore. La machine économique va redémarrer tant bien que mal, mais elle veut vendre, elle veut offrir son service, mais il faut bien qu'il y ait des acheteurs en face. Si on ne soutient pas la demande, on ne pourra pas avancer. Nous sommes dans une situation, effectivement, où la demande s'est écrasée. Nous sommes vraiment où une grosse partie, on n'a pas d'outils d'analyse et d'outils d'évaluation en Algérie. C'est là où j'ouvre une parenthèse. Il nous faut immédiatement remettre en place un commissariat au plan qui regroupe la prospective, les statistiques, la réflexion planificatrice. Et en dehors, s'il te plaît, on veut redémarrer. On a besoin d'intrants, on a besoin de matières premières. Est-ce qu'en voulant redémarrer, on va les trouver? Mais non, on va retrouver le problème. Le marché va retrouver. Mais comme vient de le dire Slim, quand on le dit entre nous, il n'y a pas, si vous voulez, de demande solvable. La demande, elle est là, mais ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Tout est à l'arrêt. Il faut donc trouver un moyen. Par quel moyen faire redémarrer l'activité? Activité qui puisse redémarrer avec du dinar transformé. C'est-à-dire trouver des activités qui nous permettent de ne pas aller importer tout pour redémarrer. Donc on a un secteur qui vient le premier. C'est le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'offre publique d'investissement. Parce que l'industrie des matériaux de construction, elle est presque à 99% autochtone. On ne va pas importer du granulat ou du sable pour fabriquer du ciment ou pour fabriquer des briques. Donc, l'industrie du bâtiment et des matériaux de construction est disponible. Les entrepreneurs, PME, PMI, sont là disponibles. On m'a dit, j'ai discuté avec le patronat des entreprises de travaux. Il n'y a jamais eu autant d'équipements de travaux publics disponibles en Algérie au sein des entreprises algériennes. Donc, on a les ingrédients pour, si vous voulez, relancer
cette économie, et que cette économie va relancer le transport, va relancer le commerce, va relancer des milliers d'emplois. Et donc, il nous faut choisir. Et donc, revenir totalement sur cette loi des finances complémentaires qui est obsolète et qui, Je n'ai pas encore posé la question. Oui, mais... C'est prévu, tu connais la feuille de route, là, tu as précisé. Non, c'est pas oui, la allez, feuille on de va route, y c'est arriver. pas On va y arriver. Juste un mot sur cette question-là, on en avait parlé à 3 émissions de ça. Face à une crise, il y a la notion de plan de continuité d'activité. Là, c'est à l'échelle micro et méso. Hein. Donc, là, quand on parle de... L'entreprise doit sécuriser sa chaîne logistique, ça, c'est sa supply chain, c'est basique, ça. Donc, ça veut dire que le risque, oui, mais ce risque-là, il peut être mitigé fortement parce qu'il faut se poser la question, est-ce que mes fournisseurs traditionnels, habituels, vont être en mesure de continuer à me fournir? Et à ce moment-là, je cherche des alternatives. Il faut savoir que là, on est dans une situation où la Chine reprend. Donc, ça veut dire que qui est un peu l'atelier du monde jusqu'à maintenant. La Chine et le bassin qui est autour de la Chine, donc le Vietnam, d'autres pays comme ça, l'Indonésie, qui continuent leur activité. Donc ça, c'est d'un côté. Il y a un part de risque du côté des intrants d'Amérique latine, donc l'Amérique du Sud, donc la viande, certains produits agricoles, sur lesquels il faut regarder, analyser le risque et voir quelle est la réponse. Mais je rejoins largement ce que disait Amrani maintenant. C'est-à-dire que c'est le moment de se dire qu'est-ce que je peux relocaliser en termes d'intrants dans les activités, reconstituer les chaînes de valeur à partir d'une dominante locale. Et je crois que là, il y a un chantier pour chaque entreprise ou bien pour chaque filière pour se poser les questions, ce qu'on faisait d'habitude par facilité. Parce qu'on avait de la facilité de l'accès à la devise. Pas seulement par facilité. Non, j'assume ce que je dis. Dans beaucoup de cas, des filières ont eu un glissement de facilité parce qu'il était plus facile d'importer. L'acte d'importer a été plus facile que l'acte de produire localement pendant une décennie ou deux. Et donc, c'est un glissement de facilité. Ce n'est pas les individus qui sont dans l'erreur. Je n'incrimine pas les personnes, les chefs d'entreprise. C'est un glissement de filière involontaire qui se fait objectivement parce que c'est plus facile d'importer que de produire. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question. Il n'y a pas que le corona, il y a l'absence de la ressource devise aussi, dont on va parler dans un semestre ou dans 2. Quand il n'y a pas d'argent, le banquier vous dit, je ne peux pas te financer en devise. Débrouille-toi, je n'ai pas de devise à te donner. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où, justement, l'opportunité aujourd'hui, c'est de relocaliser les chaînes de valeur. On s'arrête une seconde sur cette possibilité, opportunité historique de relocaliser. On va profiter de la présence des Matmani. Dans la filière boisson, est-ce qu'on peut imaginer que les producteurs de boissons puissent utiliser des intrants algériens pour éviter ce glissement de facilité? Alors, c'est bien que tu poses la question comme ça, parce que ça traduit le fait que vous ne connaissez pas du tout la filière boisson. La filière boisson est la filière la plus intégrée d'Algérie, puisqu'on est à des taux d'intégration qui avoisinent les 70% sur les matières premières, sur les emballages, sur absolument tout. Les gens ont la fâcheuse habitude de penser que le secteur des boissons, on importe tout pour fabriquer des boissons. Le principe actif, il est importé quand même, entre guillemets, pour utiliser le langage de la pharmacie. Non, très peu. Non, très très peu. Il y a de plus en plus. D'abord, il y a de plus en plus d'opérateurs internationaux qui ont installé des laboratoires en Algérie pour fabriquer certains des ingrédients que nous utilisons localement. Mais évidemment, ils font une forme d'assemblage, mais ils apportent une valeur ajoutée locale. Il y a des ingrédients, évidemment, qui sont importés, mais dans la part des coûts de production, ils sont infimes. Il y a un seul ingrédient qui, lui, représente quand même, on ne va pas dire une part importante des coûts, mais une part importante du volume, mais globalement c'est négligeable en termes de facture d'importation, c'est le concentré d'orange, pas la poudre d'orange, parce que tout le monde pense qu'on importe de la poudre d'orange, on importe du concentré d'orange. La raison est simple, c'est que l'orange algérienne ne répond absolument pas du tout aux besoins de l'industrie. L'orange algérienne est quasiment toute proportion gardée, rapportée à un prix d'orange sur le marché international standardisé pour l'industrie est à peu près à 10, 12 fois, 15 fois plus cher que l'orange international rendu sur les lieux. C'est-à-dire qu'un Brésilien qui m'apporte une orange préparée, prête à être travaillée par nous, à laquelle on apporte une valeur ajoutée, j'ai pris l'exemple de l'orange que je connais bien, est nettement moins cher, pas uniquement par des mesures de soutien, mais nettement moins cher parce qu'ils sont sur des programmes de production intensive, etc. Alors qu'ici, c'est du tout venant, c'est des oranges qui sont, dans beaucoup de cas, impossibles à traiter. Cependant, il y a une grosse activité de transformation de fruits et légumes destinée à l'industrie, parce que les producteurs, les agriculteurs
ont deux voies. Ils ont une voie, le marché de bouche, mais ce qui leur reste, parce qu'il y a des excédents du marché de bouche, les excédents vont à l'industrie de transformation qui est en train de se développer et qui a été encouragée par l'Association des producteurs algériens de boissons et par des producteurs comme certains, dont nous, nous avons encouragé à l'émergence de cette filière, et cette filière se développe très très bien. On a des fraises locales, on a des pommes locales transformées, on a des poires locales transformées, on a des pêches locales transformées, on a de l'abricot. La réalité est un peu moins rose, dans le sens où les volumes demandés par l'industrie de la boisson sur ces fruits et légumes transformés, si nous prenons tous les fruits et légumes produits par l'Algérie, ils ne peuvent pas répondre à plus de 10% de nos besoins. Juste pour vous donner une idée, c'est-à-dire on enlève tout le marché de bouche, on prend tout pour nous, ça ne répond pas à 10% des besoins du marché des boissons. Donc c'est en train de monter en cadence, c'est-à-dire qu'il faut accorder du temps au développement de ces filières et il faut aussi qu'elles s'inscrivent dans les chaînes de valeur internationales. C'est ce qui est en train d'être fait puisqu'il y a des partenariats internationaux qui se nouent entre les producteurs ou les transformateurs locaux et les transformateurs internationaux qui viennent investir d'ailleurs actuellement, et ils l'ont fait, dans l'industrie de transformation. C'est ça les bonnes nouvelles. On va encore dire un mot de l'offre, parce qu'on a consacré cette première partie. Oui, je voudrais dire un mot sur les entreprises. Je vais poser ma question. Tu pourras répondre. Non, sur la demande. Je t'en prie, la demande. Mais justement, je dis un dernier mot sur l'offre pour revenir à la demande. Non, mais c'est un point important. La demande, c'est la suite de l'émission. Dont parlait Ali. Est-ce qu'il va y avoir des ruptures ? Il n'y aura pas de rupture. La seule rupture peut nous venir du fait que les fournisseurs internationaux et les fournisseurs locaux n'aient pas la trésorerie pour permettre de soutenir ce que demanderait la chaîne de valeur. Je demande à un fournisseur de la marchandise, il va me dire « Oui, mais moi, ma banque ne m'accompagne pas et donc je ne peux pas te produire. » Aujourd'hui, c'est ça le risque. C'est un vécu. Non, mais c'est non seulement un risque, c'est un vécu. Et il faudra qu'on en parle. Alors, ça tombe très bien. J'allais poser la question de savoir la LFC, on va en parler. Soutenir la demande, on va en parler. Mais dans quel état va-t-on retrouver les entreprises ? Dans quel état va-t-on les retrouver après ces 3 mois de chute de l'activité ? Est-ce que les mesures dont on a parlé de sauvegarde, des mesures de soutien, notamment les mesures bancaires, ont-elles été appliquées, Ali ? Malheureusement, il y a un texte qui a été produit, mais qui n'est pas suivi d'application. Visiblement, j'allais dire en anglais, et visiblement, les banques ne suivent pas, mais pas que les banques, parce que... Toutes les banques ? En tout cas, les retours qu'on a, je ne peux pas avoir une réponse exhaustive. On peut les rappeler, les mesures. Oui, alors évidemment, il y avait la question de la suspension des remboursements, la suspension des intérêts, parce que quand on ne rembourse pas le principal, mais l'intérêt court, donc il y a la suspension de l'intérêt, et il y a le reprofilage des dettes. Donc ce sont 3 mesures clés. Il y a des petites autres mesures accessoires, mais ça c'est le cœur pour les entreprises. Et il est censé aussi s'appliquer au crédit des particuliers, pour les crédits des maisons et autres crédits contractés par des particuliers. Le retour qu'on a, parce qu'on n'a pas quelque chose d'exhaustif, je ne peux pas me prononcer d'une manière exhaustive, mais ce n'est pas suivi. Les gens qu'on contacte, ils nous disent que la banque ne suit pas. C'est le fait d'avoir mis en fin de texte, après analyse de dossier, a complètement tué. Aucune banque, absolument aucune banque, je peux vous le dire, moi dans le secteur des boissons, on l'a vu, j'ai posé des questions à des fournisseurs aussi locaux, aucune banque n'accepte de reprofiler les endettements. Aucune banque accepte d'abandonner ou de repousser les échéances. Absolument aucune banque. Juste un mot, Slim. Moi, je pense que ce flop, si vous voulez, parce que là, quand même, on a mis les gens sur la jante, il est dû au fait, et on en avait parlé dans une émission précédente, qu'on a considéré par facilité que les banques pouvaient prendre un risque supérieur en considérant qu'essentiellement ce sont des banques publiques qui s'adossent à leur propriétaire, l'État, qui est infaillible. Et on avait parlé dans une émission, Reda était là, on avait parlé de fonds de garantie. C'est ça. Parce qu'un banquier, il a besoin de s'adosser sur une garantie. Enfin, le banquier, le pauvre, entre guillemets, il va dire, écoute, on est en dépassement des normes prudentielles avec ce client-là, je ne peux pas. C'est pas mon argent, c'est pas ma banque. Et derrière, il a besoin d'une garantie. Et on avait parlé du besoin d'une garantie souveraine
qui permettent de rassurer les banquiers. Et ça ne s'est pas fait. Je peux citer une mesure en France qui a beaucoup aidé les entreprises, c'est le prêt garanti par l'État, le PGE, qui a permis de faire face au trou de trésorerie lié à l'activité. On aurait pu s'en inspirer. C'est ce qu'on a proposé ici. On en a parlé dans cette émission. Dans cette émission, on a dit qu'il est plus efficace d'élargir, d'augmenter le volume des capacités des fonds de garantie qui permettent à ce moment-là de décupler le soutien à l'économie. Mais aussi, on ne l'a pas fait. Et secondo, on a cette spécialité en Algérie de détruire l'économie par des petites phrases. Moi, je me souviens, la loi sur les monopoles qu'on avait mise en place en 1976. Il y a eu un quidam, un fonctionnaire entre quatre murs qui a ajouté, après que toute la commission ait terminé le travail, selon la nomenclature de Bruxelles. Alors qu'on devait donner des budgets de devises à toutes les entreprises, y compris le privé, il n'y avait pas de distinction dans le texte qu'on avait travaillé. Eh bien, on a ajouté cette phrase, c'était fini, c'était devenu de la bureaucratie, on a tué l'économie. Et là, vous voyez, après analyse, on met une petite phrase, analyse du dossier. Et c'est fini, il n'y a plus donc tout ce qui était prévu tombe à l'eau. Vous voyez, vous, un banquier, aller prendre un Donc risque. vous vous attendez, messieurs, à ce que le premier événement qu'on va rencontrer avec le déconfinement, c'est plutôt des rendez-vous aux tribunaux du commerce avec des sociétés qui vont aller C'est des en faillites. début de bilan. Il n'y aura même pas ça. Pour Il n'y aura même pas ça. Il n'y aura même pas ça. Non. On n'est pas couvert par la faillite, les gens ne vont pas aller. Il n'y a rien concernant les faillites, il n'y a rien concernant la sauvegarde des entreprises en difficulté, il n'y a jamais rien eu dans les textes algériens. La loi algérienne ne protège pas. Et comme disait tout à l'heure Aleda en parlant d'outils, d'instruments, d'analyse, de prospective, franchement je défie quiconque au sein de la hiérarchie du pouvoir ou au sein du gouvernement qui est capable de projeter aujourd'hui sur le nombre de chômeurs au sortir du Covid que nous allons avoir et le nombre de faillites. Je les défie. On peut pas. On n'a pas Parce que d'outils. s'ils faisaient l'exercice de mesurer combien d'entreprises aujourd'hui font face réellement du point de vue des ratios, il suffira de lire les bilans des entreprises. On attendra peut-être septembre, mais avant septembre, il suffit de lire le bilan des entreprises. Certains vont dire oui, mais les bilans sont faux, vous trafiquez, vous êtes des voleurs. Puisque dans l'inconscient collectif, le système a fabriqué cette image de l'entreprise qui vole et qui suce le sang de la nation. Non, on ne vole pas, on ne suce pas le sang de la nation. Nous sommes plus de 3 millions d'entreprises, je pense même près de 4 millions actuellement. Donc vous avez la en COSOP Algérie. qui vous surveille. Oui, non, c'est fini tout ça. Moi, je gère deux entreprises, le bilan, il est propre. Jamais on a triché. Quand on regardera les bilans des entreprises et qu'on verra les ratios de ces entreprises-là, on sera capable de dire il y a X milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui aujourd'hui sont à mettre en faillite. Alors, ça va être des décisions politiques. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de les prendre? Est-ce qu'ils vont avoir la conscience de les prendre? Parce qu'en face, la grogne sociale, elle va être là, elle va être au rendez-vous. Le septembre, quand on parle toujours de la rentrée sociale de septembre, cette année, la rentrée sociale de septembre, c'est une mèche. Et la mèche, elle est courte, hein. Elle n'est pas longue. Hein. C'est comme je me rappelle, si vous vous souvenez le film Il était une fois la Révolution, quand il disait mèche longue, mèche courte. Là, on est à mèche courte. Mon ami. La loi de finances complémentaire, vous vous attendiez à quoi? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que la réponse est à la hauteur du défi, messieurs? Tu as tiré déjà une cartouche, Reda, tout à l'heure. Non, j'ai rien dit encore. Non, il n'a rien dit. Non, j'ai rien dit. Moi, ce que je considère... Tu as dit qu'elle était obsolète. On a bien entendu. Non seulement elle est obsolète, mais elle elle n'a plus sa raison d'être, à part il y a eu quelques bonnes améliorations. Le site, sauter le 5149, permettre aux banques de développer des structures de capital risque qui est excellent pour aider les PME, PMI, ce qui n'existait pas ou était restreint. Mais cette loi des finances, comme l'a dit aussi tout à l'heure Slim, elle était basée sur les 4-5 dernières années, la situation. Mais le Coro a changé la situation. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une loi, un plan de redressement basé sur l'austérité. On ne peut pas être pire que dans la situation actuelle. Donc, il faut carrément un plan de redressement économique et sur les 3 prochaines années parce que les rémanences vont être très lentes, le redressement va être très lent. Il va falloir qu'on ait une vision sur au moins 3 ans, identifier les capacités disponibles en termes d'hommes, en termes d'entreprises, en termes de... Et tu l'as vu où, toi, l'austérité? C'est dans la réduction du budget de fonctionnement?
Et des infrastructures. Les infrastructures. Tout est annulé. L'État se décide à ne plus investir dans les investissements, si vous voulez, de travaux, de construction, de trucs. Rien que les gosses qui arrivent sur le marché pour aller à l'école, aujourd'hui, on a 1 million de gosses chaque année. Alors que notre école était jusqu'à 600-700 000 recevés par an. Ça veut dire qu'il va encore augmenter de 30%. Les capacités de réception, il faut construire des écoles, des collèges. C'est demain, c'est pas après-demain ou quelque chose. Donc il faut relancer. Et on est obligé de relancer pour, comme on le dit depuis tout à l'heure, redonner du pouvoir d'achat pour que l'économie est un ensemble, c'est un système qui tourne. Et ça passe beaucoup par le bâtiment. Amarane a bien compris, la préconisation, c'est le bâtiment. On n'a pas un autre outil. Si on avait un deuxième outil ou un troisième qui permettait de relancer l'activité. On a cet outil, il faut l'utiliser et on abusait même. Il faut y aller. Secondo, il faut aussi repenser, on a parlé des fonds de garantie, mais il faut repenser comment reconstituer l'argent au niveau des banques, au niveau du système économique. Et là, il va falloir à tout prix, il ne faut pas se leurrer, il va falloir recourir à l'endettement, recourir au lancement d'emprunt type islamique, et faire en sorte que cet emprunt, il faut pas croire que les gens vont sauter pour acheter de l'emprunt, ils n'en ont pas. Donc ça va être les banques et la Banque centrale qui vont racheter ces obligations. Et donc, il va falloir baisser les taux d'intérêt. Et de toute façon, là, les banques sont publiques, ou la Banque centrale étant publique, elle va restituer ces intérêts. Il faut créer, comme on le fait actuellement à travers le monde, ils vont créer, si vous voulez, des fonds spéciaux type Corona. Et donc, on est loin 40% d'endettement, on n'est vraiment pas endetté. Nos voisins ont dépassé les 110% et en plus, la majorité d'endettement extérieur. Nous, on est à 40% et c'est du... On n'est plus à 40%, on a passé la barre des 50%. Même pas, on n'est pas à 50%. Ouais, les derniers chiffres. L'endettement public sur le PIB. Il faut réintégrer de la planche. C'est deux fois rien. C'est deux fois rien. Donc on a du mou. Il faut y aller. Il faut partager cet endettement avec les générations futures, une certaine solidarité. Elle est de mise et elle est nécessaire. Et elle n'est pas malhonnête. Parce que tout le monde va profiter de cette relance et de ces constructions. Ton appréciation sur la loi de finances complémentaire, Ali Harbi? Bon, on en avait déjà un petit peu parlé, mais pour résumer très rapidement, la première attente, c'était la trajectoire budgétaire par rapport au prix de référence. Donc ça, c'est fait. Donc, redescendre le prix de référence du baril. Maintenant, sur le reste, en fait, le chantier est à reprendre. C'est-à-dire qu'on va avoir une loi de finances qui ne va pas couvrir les besoins. Parce que les mesures fiscales, il est évident qu'elles ne suffiront pas. Donc, ça ne va pas couvrir, il est clair. Et il n'y a aucun élément d'amorce du changement de logiciel dont on parle depuis des années maintenant. Enfin, ça va faire 10 ans qu'on parle de ça. Réaffectation, l'allocation des ressources de production. Le véritable changement de logiciel, c'est-à-dire que arrêter de réfléchir l'infrastructure que du point de vue de l'investissement public, ça c'est un premier élément clé. Les PPP, le rôle du privé dans le développement des infrastructures. Parce que chaque fois qu'on a une crise du pétrole, on va dire on arrête les investissements. C'est pas tenable, c'est pas soutenable, c'est pas sérieux non plus. Et donc, il faudrait qu'on ait d'autres soupapes de sécurité qui nous permettent de continuer les projets d'investissement. Le deuxième élément, c'est qu'on a encore ce tabou, oui, puisqu'on parle... Maintenant, ça devient un sujet tabou, la question de l'endettement, que ce soit international ou interne. Et on continue à promouvoir une vision totalement fausse du fait qu'il y aurait 60 milliards de dollars dans l'informel qu'il faut juste aller chercher. C'est une vue de l'esprit, ça, c'est vraiment un niveau de discussion de bistrot, comme on dit. Hein. Cet argent-là, c'est de l'actif immobilisé, c'est des actifs circulants dans la sphère informelle, mais c'est de l'actif circulant. Les gens ne vont pas le sortir du jour au lendemain pour le ramener à la banque. C'est une vue de l'esprit. Et donc, derrière cela, ça veut dire que le gouvernement ne s'est pas donné les moyens de réamorcer la machine. Le troisième élément, et je tiens à le souligner, il y a deux points qui étaient attendus par la communauté des affaires, mais qui sont tronqués. La question du 51-49. Je crois qu'on s'est tiré une balle dans le pied en gardant un tas de secteurs encore soumis au 51-49. La liste, ils nous ont sorti une longue liste de secteurs encore sous 51-49. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied par rapport aux opportunités de contracter des partenariats internationaux sur des secteurs clés comme le transport d'électricité, comme les mines et la khéré. L'autre point, c'est le droit de préemption. Parce que ça a été à un moment donné un facteur bloquant, je crois pas seulement le 51-49, le risque de préemption a bloqué les investisseurs étrangers.
Et là, c'est transformé comme ça dans une formulation bizarre d'autorisation préalable. Tout ça. Excusez-moi l'expression, c'est un charabia. Peut-être que l'intention, moi je ne l'ai pas compris, le paragraphe, je ne l'ai pas compris, sur la transformation du droit de préemption en autorisation, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et ce n'était pas une revendication du secteur des affaires. Personne n'a demandé la suppression du droit de préemption. Tout le monde a dit qu'il faut clarifier le droit de préemption de l'État. Dans tous les pays, il y a un droit de préemption. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bien sûr. Mais ce sont des modalités transparentes, claires, applicables, opérationnelles. Actuellement, nous sommes dans un droit de préemption de type léonin, fait du prince, sans mécanisme, sans délai, sans engagement de la part de l'État, sans redevabilité de la part de l'État. Ce que le secteur des affaires demandait, c'était une clarification des conditions de droit de préemption. Là, on s'est enfoncé sur une piste de suppression du terme droit de préemption, remplacement par une autorisation qui va être encore plus floue. Et pour moi, on s'est vraiment tiré une balle dans le pied là-dessus. Alors, on va s'adresser au président du cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise de Caire. Pour moi, normalement, une loi de finances reflète toujours une trajectoire qui s'inscrit dans une vision, évidemment, et puis on fait des ajustements pour porter la vision. Les ajustements se font en fonction des événements. Donc il y a un événement majeur, très important, qui doit être traité, donc le Covid. Donc sur l'urgence, on ne voit pas de mesures d'urgence. On voit des mesures qui ont un impact sur une hypothétique trajectoire, mais on ne la connaît pas. On ne sait pas quelle est la vision. Donc ça veut dire que ce sont des mesures qui vont avoir un effet sur le moyen et sur le long terme. On est bien content de voir disparaître le 51-49 et éventuellement le droit de préemption s'il est clarifié, parce que dans sa forme, il sert strictement actuel, il sert strictement à rien, il est bloquant. Mais l'effet d'un 51-49, un investisseur qui va arriver aujourd'hui, le processus bureaucratique, je vous signale qu'on n'est pas à New York ou à Montréal ici. Vous ne créez pas une entreprise en claquant des doigts. Vous avez tout le parcours du combattant qui est toujours bien là, et on le voit très bien à travers les textes, même comment ils sont rédigés, comment ils sont écrits, l'affirmation de l'autorité de l'administration a plein pouvoir. Je me rappelle d'un certain Premier ministre qui est déjà d'ailleurs à Londres actuellement, malheureusement pour lui, hein, mais bon, c'est à la City, à Londres. À Londres. Qui là, derrière le masque, on peut comprendre qu'il est à Londres. Hein. Ah ouais, peut-être. qui avait dit lors de sa nomination, il avait fait un discours et il avait dit le pire ennemi de l'Algérie, c'est sa bureaucratie. Et là, la bureaucratie, elle fait toujours son travail. C'est-à-dire qu'elle envoie les signaux en permanence pour dire attention, on est en train de changer, on est dans l'urgence, mais je suis toujours là, vous passez par moi, c'est moi le boss. Le jour où disons, les messages subliminaux envoyés dans une loi de finances, qui sont lus par des experts, des gens, je ne suis pas expert, mais déjà moi qui ne suis pas expert, en lisant le texte, je reçois les messages, mais alors les experts et ceux qui analysent de près l'évolution de l'économie algérienne ont de sérieuses questions à se poser. D'abord, il n'y a aucune trace de la vision. Aucune trace de la vision. Bon, on peut vous rétorquer, une loi de finances, il n'y a pas de... Non, une loi de finances, il n'y a pas de vision nécessairement. Une loi de finances, il y a toujours, il y a toujours quelque part des messages, même en exposé des motifs, en introduction, on passe continuellement le message sur la vision, on traite l'urgence. L'urgence n'est pas traitée aujourd'hui. Moi, j'aurais bien vu dans la loi de finances, justement, toutes les mesures bancaires. Elle n'existe pas. Il n'y a absolument rien concernant, évidemment, toutes les charges sociales, les fameux salaires, qui paye quoi, qui prend quoi. On est en train de dire, de repousser les échéances, comme si deux événements pouvaient se produire. Une augmentation brutale du prix du baril et la découverte d'un vaccin demain matin. Et donc, on se dit, bon, on attend le 30 juin. D'ici le 30 juin, il y aura de bonnes nouvelles. Peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir passer le cap et on leur fait payer à eux. Parce que de toutes les façons, nous, on n'a pas d'argent. Mais je rejoins Reda et Ali. On n'est pas dans une situation, on est dans une situation catastrophique au niveau financier. Les leviers, il n'y en a pas beaucoup pour le gouvernement, mais il faut savoir être créatif à un moment donné. Je vais reprendre mon rôle qui m'est arrivé de jouer parfois quand j'avais mes deux anciens experts dans le Café des experts économiques, Farhat Ali et Mourad Goumiri, qui allaient à bras raccourcis contre la politique du gouvernement. Ils étaient très critiques et donc je jouais le rôle de modérateur, de celui qui défend la politique pour essayer d'expliquer la politique du gouvernement.
s'il n'y a pas de plan de relance, Reda Amrani, c'est peut-être parce que le gouvernement réfléchit aussi aux grands équilibres et qu'il va falloir financer un déficit qui va être abyssal. Et si on n'a pas de solution pour financer ce déficit, et si on est tenu par l'engagement du président de ne plus recourir à la planche à billets, en fait, le gouvernement est bloqué. Il ne peut pas faire de plan de relance parce qu'il n'a pas les clés pour cela. Gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, le coronavirus, personne ne l'a prévu. Le confinement, l'arrêt total de l'économie, personne ne l'a prévu. Donc, quand on dit au gouvernement, quand on doit décider bonnes ou mauvaises décisions, on doit prendre les bonnes décisions en fonction de la situation qui se présente et de la situation future. Donc, les engagements il a pris des engagements en disant qu'il va donner mettre des contre-pouvoirs dans la Constitution. Dans le projet, on ne les a pas vus. Alors, il a pris des engagements en termes économiques qui n'ont plus cours aujourd'hui. Les choses ont changé. Donc, il faut revenir. C'est l'économie, c'est la situation du pays qui prévaut. Ce ne sont pas des engagements politiques qui n'ont plus aucune valeur. Concrètement, il faut qu'il accepte soit de dévaluer le dinar, soit de recourir à la planche à billets. Il ne peut pas faire de plan de relance il peut pas faire de plan de relance sans cela. Non, il faut arrêter de parler de dévaluation du dinar. Les gens sont sous-payés. Vous avez vu le patron des médecins qui a dit tous les ans on perd tant de médecins. Pourquoi ils partent? Parce qu'ils sont à 2 heures d'avion d'un salaire 4 à 5 fois plus élevé. Donc il faut arrêter de dire que le dinar est surévalué ou quoi que ce soit. Vous dévaluez le dinar, vous allez perdre encore des compétences, vous allez encore, tous ceux qui peuvent aller monnayer leur talent à l'extérieur, et l'économie, les importateurs, ceux qui achètent, ceux qui veulent investir, vont avoir tous leurs intrants, équipements, tout plus cher. Donc il faut arrêter. Reda Amrani, comment finance-t-on un grand plan de relance? Moi je suis très précis, c'est-à-dire voilà, comment on le finance? On fait comme tout le monde, comme les grandes nations, comme les moyennes et les petites. On va vers l'emprunt, on va essayer, on va trouver un circuit fermé, planche à billets. 500, 600 milliards de dinars. Ça dépend des besoins dont on a besoin, ça dépend des besoins. Il faut imprimer de l'argent au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, il faut imprimer de l'argent au niveau des besoins réels pour faire redémarrer l'économie. Ce n'est plus un tabou. L'Allemagne est revenue sur ça. L'Allemagne, avec ses tabous, avec sa rigueur, est revenue sur ça. Alors tout le monde revient. La Turquie, j'ai lu hier l'exemple de la Turquie. La Turquie, elle est endettée. Elle est 10 fois plus endettée. On a fait 6 000 milliards de dinars d'impression papier. On en sort. On ne peut pas dire on revient. On en sort. Là, Et alors, est-ce qu'on a perdu de l'argent? Est-ce qu'on a perdu? On n'a pas perdu de l'argent. Aujourd'hui, la Banque centrale a baissé, je crois, le taux le ratio directeur. Le taux directeur, elle l'a baissé. Les banques ont plus de possibilités de financer. Et elle a baissé aussi le taux obligatoire de versement. Donc il faut encore le baisser. Les Américains arrivent au taux zéro. Non, on ne peut pas dire à la Banque centrale de venir au taux zéro, mais de venir à un taux de 2-3%. Ah non, mais c'est lié à l'inflation. Si l'inflation est élevée, on ne peut pas baisser ça. Elle est faible parce qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Donc on est en récession, on en a parlé. On est en déflation quasiment. On est en déflation, on en a parlé. Oui, allez. Juste un rappel. Il faut arrêter de vivre comme on vivait il y a 7-8 ans ou 6 ans sur le plan des ratios des financiaristes. Là, c'est des décisions politiques. Il faut y aller. Il faut y aller comme Trump, il faut y aller comme Erdogan, il faut y aller comme Madame Asma l'Allemande. Il faut y aller et carrément imprimer du billet, remettre en place la circulation monétaire, la circulation de la monnaie, créer de la richesse, créer de l'emploi, créer des pouvoirs d'achat. Et nous sommes obligés. On n'a pas d'autre solution. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Et là, il nous faut un plan de redressement bien établi et sur une échéance minimum de 3 ans, un triennal, et qu'on ait une feuille de route. Et je demande, parce que là, nous avons un outil qui nous manque, il nous faut un commissariat au plan qui ne dépendent pas des aléas, des changements gouvernementaux, chacun qui vient change. Un commissariat au plan qui n'a rien à voir avec le gouvernement, avec les ministres, et où on concentre les compétences, les données, et on peut même
même faire appel aux compétences à l'étranger, on peut les utiliser. Ça fait longtemps on en parle. C'est une nécessité aujourd'hui. Face à la crise, on voit qu'on n'a pas un outil de prospective, un outil d'analyse et un outil de combat, parce que le commissariat au plan, c'est un combat contre le sous-développement pour reprendre l'offensive, pour attaquer. On n'a pas d'institut de forme. On a mis en place un ministère délégué, je crois, à la prospective et aux statistiques. Mais il va disparaître avec le prochain changement de gouvernement. Et il n'a pas un creuset. Je voulais juste rappeler le PAC, ce qu'on avait utilisé, le PAC de mesures indispensables. On en avait parlé dans une émission antérieure, mais qui avait déjà été proposé par Kerr en 2011, par Nebni en 2012. Parce qu'il faut le rappeler que ça a été déjà proposé. Donc, en fait, on se répète un peu parce qu'il faut toujours rappeler les gens, comme on dit. Bien sûr. Effectivement, lever les tabous pour l'économie. Donc, quand on parle de lever les tabous, là, dans le contexte actuel, effectivement, le tabou de la planche à billets. Le recours à l'emprunt, donc interne, national. Les IDE, parce que ce qu'on peut produire en dinars, mais il y a de l'incompressible en devises, et ça, il faut donc contrebalancer la balance. Mobiliser l'épargne internationale. L'épargne internationale par les IDE. L'emprunt international, pas pour le budget de fonctionnement, parce que tout le monde parle de ça, mais on ne parle pas de ça, on parle des projets économiques qui se remboursent, donc sur des projets d'infrastructure, notamment qui seront exportateurs ou génératifs de valeur. Le cinquième, l'ouverture à la diaspora, parce qu'on est en train d'occulter quelques milliards de dollars par an du potentiel d'investissement de la diaspora algérienne, que ce soit de l'investissement financier ou physique, pro bono, des idées, des brevets, des choses qui peuvent entrer. Et là, on est en train aussi de se tirer des balles dans les pieds avec la diaspora. Dans un contexte pareil, on ne leur fait pas appel. Donc, c'est ce pack de mesures. Et ce n'est pas l'une contre l'autre, c'est un pack. Ça va ensemble dans une politique. Et c'est là où on parle, donc, quand on parle de relance. Et c'est vrai que, pardon, Reda a raison de parler sur 3 ans, parce que ce n'est pas des choses qu'on va faire en 3 mois. Mais il faut qu'une loi de finances complémentaire ou pas amorce. Parce qu'on crée les ouvertures. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Elle amorce pas. Exactement. Slim, Elle amorce la loi de finances. Elle amorce les choses. on arrive sur la fin. Slim. Ouais. Juste, il y a une chose malgré tout qui m'interpelle et qui m'inquiète. On est en train de s'adresser, enfin je ne parle pas de nous ici, mais le gouvernement et certains experts et surtout beaucoup de médias publics, on s'adresse au peuple algérien comme si le peuple algérien avait vécu dans l'opulence et dans le luxe depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Ils ne comprennent pas que c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert d'austérité, de pénurie, de dire de la chaîne en permanence, etc. Il y a eu cet intermède Bouteflika où c'est parti dans tous les sens, un pays mal géré, mais ça n'a pas ruisselé, pour employer le terme à la mode. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des entreprises, etc. Mais réellement, l'accumulation de capital ou la richesse ne s'est pas faite. Elle s'est faite au niveau d'une dizaine de personnes en Algérie, sans plus. Mais globalement, il n'y a pas eu cette richesse qui s'est traduite par beaucoup d'investissements et de grosses activités économiques. Donc on est en train de parler au peuple comme s'il avait vécu dans le luxe et l'opulence, et en train de lui dire il n'y a pas de solution, la seule solution c'est l'austérité. Non. Il faut la refuser catégoriquement, l'austérité, et il faut dire, comme l'a dit Reda, on va aller vers des endettements, parce qu'on a besoin d'endettement pour les plans de relance. Tout le monde va se mettre au travail, et on va mettre au pas la bureaucratie algérienne, on va réduire déjà le nombre de fonctionnaires, on va réduire la facture des salaires. Ces fonctionnaires qui vont partir, on va leur donner les moyens de créer leurs propres entreprises. Ils n'ont qu'à aller devenir des chefs d'entreprise et on va les accompagner, on va les aider. C'est la seule solution. Il n'y a pas de solution miracle. Les leviers. Moi, j'aimerais pas être à la place du gouvernement aujourd'hui. Parce qu'il est tiraillé entre son besoin de tout le temps rester assis sur le même siège, évidemment, et de garder sa place, et donc d'être dans des mesures populistes, et de dire on va aller taper sur l'impôt, on va taper sur les riches. Combien de riches en Algérie? C'est quoi? Moi, ça m'a fait rire quand j'ai regardé, je lis pour la 10e fois consécutive des mesures, mais je sais pas, elles sont complètement irréalistes, en déconnexion avec la Constitution, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. On ne peut pas raconter l'histoire de l'austérité aujourd'hui au peuple algérien. Il faut lui donner de l'espoir. L'espoir va venir d'une vision, il va venir d'une volonté de mise en œuvre de cette vision, de mise en œuvre des instruments qui vont analyser, étudier, comme le dit... Tu insinues que le ministre du Commerce, Kamal Zik, n'a pas de vision?
ça ne se situe pas au niveau du ministre du Commerce. Cette vision, ça se situe au niveau le plus élevé, évidemment, du pays, et c'est une vision, et ça, le mot, on l'a pas prononcé depuis le début. En situation de crise, c'est le moment où on dialogue le plus avec les acteurs. Il n'y a pas de dialogue avec les acteurs aujourd'hui. Il n'y a pas de dialogue avec les acteurs. Rien. Il y a quelques... Je vais te surprendre, et peut-être j'ai été critique une ou deux fois avec le ministre du Commerce, mais j'ai été surpris ensuite, quand on a demandé à dialoguer avec lui, il était ouvert au dialogue et il répondait dans les 48 heures. Venez dialoguer, bien sûr, je suis à l'écoute. Je ne le défends pas, mais je suis objectif, il faut être honnête. Quand quelqu'un vous dit « je voudrais vous voir, pas à titre personnel, je voudrais vous voir en tant qu'acteur, en tant que filière, on veut vous voir pour vous porter les problèmes et voilà, discuter avec vous des solutions et avec vos collaborateurs », les portes sont ouvertes. Et il le fait. Farhad Haitali ne le fait pas. Je le rappelle. C'est une manière de lui rappeler ça nous amicalement. Comme diraient les inconnus, ça nous... Voilà, il y a la filière, il y a plein de filières qui ont demandé à ce qu'il le rencontre. Mais je finis, Ali, pardon, je termine. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de traiter les problèmes uniquement des filières. C'est-à-dire quand nous, on parle de filière des boissons, et quand je parle de dialogue, je ne dis pas il faut dialoguer avec la filière des boissons, avec la filière, mais non, il faut dialoguer avec tout le monde. Aujourd'hui, la solution, c'est un travail collectif, c'est un travail d'intelligence collective, d'engagement collectif, de motivation collective. Si on ne fait pas ce boulot-là, et si on arrive et on produit des textes qu'on pose sur la table, évidemment on va jamais trouver d'adhésion et d'engagement de la part de la société civile et de la population. Juste, je rebondis sur un point. Pour finir. Juste un point. Ta remarque, elle nous interpelle sur un point. Qui est l'image économique, je dirais, du gouvernement? C'est le ministre du Commerce. Non. Pourquoi? En ce moment, c'est le ministre du Commerce, c'est celui qui se déploie le plus. Il se déplace, ça ne veut pas dire qu'il est mandaté pour cela. Je m'explique. Il faut qu'il y ait un ministère de l'économie et des finances dans ce gouvernement. Ce n'est pas possible d'avoir ce multirail-là où chacun a un son de cloche. Et ça, c'est un élément bloquant aujourd'hui dans la politique des réformes dans ce pays. Ça, c'est l'architecture. On a oublié de dire quelque chose de très important. Tout à l'heure, il parlait des constructions, d'infrastructures, etc. L'Algérie n'a toujours pas de port. L'Algérie n'a toujours pas de port. Quelle politique d'export de quelle politique d'export tu veux parler, même à l'horizon de 1 an, 12 mois? De quoi tu parles? Tu n'as pas de port. Tu n'as pas de port pour exporter. Et tu ne veux pas construire le port. On a dit que le port du centre, il faut en toute urgence le réaliser, même avec des crédits extérieurs, parce qu'il se garantit par lui-même, il va rapporter son argent en devises. Et on avait dit aussi, ici beaucoup de gens m'ont critiqué, quand Arbarab était en train d'acheter une usine sidérurgique en Italie. J'ai dit, cette usine, moi je vois, non seulement on acquiert la technologie des aciers fins et spéciaux gratuitement, parce qu'en achetant ça, mais aussi on acquiert un port en eau profonde, raccordé à toutes les infrastructures vers l'Europe. On allait avoir un port qui nous permette d'exporter aussi vers l'Europe, vers notre premier marché. Eh bien, là aussi, on n'a pas de vision, on n'a pas de décideur. On nous critique. Aujourd'hui, l'Europe va changer, parce que la mondialisation, ils ont tiré les leçons. Ils vont essayer, si vous voulez, de ne plus dépendre totalement de la Chine. Mais nous, est-ce qu'on a comme je dis bien, je reviens toujours. C'est ce soir, non? Non, c'est le 2. Non, c'est le 2. Je reviens. On a le 2, Mohamed qui vient. Mohamed El-Mohoub qui vient parler de relocalisation. Non, si tu veux, dans les matinales de Caire. Si tu veux, voilà, je veux essayer de... Les opportunités de relocaliser. Dans ces opportunités, on n'a pas un creuset ou de réflexion. C'est pour ça que je suis têtu, je parle toujours de ce commissariat au plan indépendant du gouvernement et des changements gouvernementaux. Aujourd'hui, on a deux secteurs où on peut tout de suite se placer. Parce que l'Europe, les États-Unis ont exprimé un besoin de relocaliser. L'industrie pharmaceutique, avec les 12 facultés de pharmacie, les 25 facultés de biochimie et de biologie, et aussi un autre secteur, le produit blanc, le produit brun, l'électronique domestique. Déjà, Arbarab a racheté Brand. On est en train de relancer ça. Et puis on peut remplacer la Chine, on peut remplacer la Corée par rapport au marché européen, nous sommes à côté et tout. Donc il y a des créneaux et qui sont porteurs. Et ça, c'est le travail d'un
secrétariat d'État au plan, de le mettre Un en musique, commissariat d'un au commissariat plan, de le projeter. qui analyse les filières, qui analyse les fait des marchés recommandations. extérieurs et qui a la continuité dans la réflexion. Ce n'est pas un ministre vient, il ramène son équipage, il part, il laisse son équipage sur place. Un autre ministre vient, ramène aussi, et on a des sureffectifs. Messieurs les experts, merci Je beaucoup. suis Merci désolé, mais- d'avoir Merci, participé à ce merci. premier numéro. Nous aussi, on a eu droit à nos mesures de sauvegarde et de soutien à l'entreprise Interface Média, puisque le gouvernement nous a suspendu l'accès pour les sites radio-m.info et le site maghrebemergent.info qui ne sont pas accessibles à partir de l'Algérie, mais qui le sont si vous vous dotez d'un VPN et qui le seront bientôt à travers une application. Continuez à suivre nos contenus. Nous décryptons l'économie, nous décryptons la conjoncture et nous nous projetons vers l'avenir. Merci beaucoup d'être avec nous. À bientôt Merci. dans d'autres émissions sur Merci. Radio Merci. FM. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.